Day One, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 40 minutes. C'est un jeu dans lequel vous allez être à la tête d'une tribu qui va devoir quitter son camp de base pour aller explorer les environs à la recherche de ressources de plus en plus rares. Tout ça pour pouvoir écrire leurs histoires, donc réaliser des tuiles d'objectifs. Le but du jeu est d'être le joueur avec le plus de points à la fin de la partie. Je vais expliquer dans un premier temps le mode de jeu standard, ensuite j'expliquerai le mode en équipe, et enfin j'expliquerai les 3 modules qu'il peut y avoir pour varier un petit peu les parties. Pour la mise en place d'une partie standard, vous allez prendre la tuile qui correspond au petit symbole comme celui-ci avec un personnage. Sur cette tuile, au verso, on va vous donner la mise en place des tuiles de territoire en fonction du nombre de joueurs, donc 2, 3 ou 4 joueurs. Donc ce territoire, il va être composé de 2 types de tuiles. Des tuiles de départ, donc ce sont les tuiles avec au verso une espèce de petite maison comme celle-ci, et ensuite des tuiles de territoire standard qui sont avec des espèces d'arbres et de collines. Donc vous allez prendre autant de tuiles de départ qu'il y a de joueurs, vous allez les attribuer à chaque joueur, et vous allez placer ces tuiles sur le terrain, et ensuite combler les espaces avec des tuiles standards, en plaçant les tuiles de manière aléatoire au niveau de l'orientation. Donc vous allez faire un tableau comme celui-ci, là j'ai fait une mise en place pour 3 joueurs, donc j'ai les 3 tuiles de départ ici, et 3 tuiles standards au centre, comme indiqué ici. Une fois que vous avez fait la mise en place du terrain, vous allez pouvoir retourner cette tuile qui va indiquer les différentes façons de marquer des points pour ce scénario. Et sur le terrain que vous aurez mis en place au centre de la table, il va falloir mettre des jetons de B à chaque endroit où on aura un double symbole comme celui-ci. On mettra 2 jetons. Donc il y a un symbole ici, on met 2 jetons, un ici, il y en a un ici, un ici. Donc on va remplir tous ces endroits avec des petits jetons. Une fois qu'on a fait tout ça, chaque joueur va recevoir un plateau à sa couleur. Ce plateau à sa couleur va être rempli avec des petits bâtiments, donc des petits campements à sa couleur aussi. Donc on va les mettre sur chacun des 8 emplacements qu'il y a ici. Et le 9e campement va venir être placé sur la tuile de départ de chaque joueur. Donc le joueur rouge sera ici, et les autres joueurs pourront être placés aux autres endroits. Donc j'ai pas sorti les plateaux, mais admettons, voilà, le joueur jaune est ici et le joueur bleu est ici. Une fois qu'on a fait ça, on va déterminer un premier joueur aléatoirement, donc le premier joueur aura cette tuile ici. On va mélanger les cartes terrain, donc ces cartes-là, avec une boussole au dos, on va toutes les mélanger. On va en distribuer 2 à chaque joueur, qu'on va garder dans sa main, face cachée. Là, je les ai mises ouvertes pour l'exemple. Et ensuite, on va piocher 6 cartes terrain qu'on mettra face visible au centre de la table. Ensuite, on va prendre des tuiles d'histoire. Donc ces tuiles-là, il y en a tout un tas, il y en a de différentes sortes. Là encore, vous les mélangez toutes, et vous allez en piocher 5 que vous mettrez face visible au centre de la table. Avant de commencer la partie, chaque joueur va récupérer une tuile histoire, et on commence par le dernier joueur, celui à droite du premier joueur, qui va récupérer une tuile parmi les 5 faces visibles, ou bien la première du tas. Il prend sa tuile, et il la place sur son plateau, il va la placer sur l'emplacement le plus à gauche possible, en laissant dépasser la petite croix, donc en mettant la tuile vers le bas. Ensuite, on remet éventuellement une tuile si la tuile a été prise face visible, puis le joueur suivant dans le sens inverse aiguille d'une montre fait la même chose, jusqu'à ce que le premier joueur prenne sa tuile, et on remet à chaque fois donc 5 tuiles au centre. Une fois que tout le monde a sa petite tuile de départ, on est prêt à commencer la partie, et donc une partie de Day One va durer un certain nombre de tours. On va jouer dans le sens aiguille d'une montre en commençant par le premier joueur, et à son tour, un joueur va devoir effectuer une action au choix parmi 2 possibles. La première, ça va être de récupérer des cartes de territoire et de les rajouter à sa main, on n'a pas de limite de cartes en main. La seconde action possible, ça va être d'établir un nouveau campement sur le terrain en jouant des cartes de territoire de sa main pour faire un itinéraire et placer son campement sur un emplacement libre. C'est tout ce qu'on va faire à son tour, donc c'est un jeu, vous allez voir, assez facile. Et évidemment, il va falloir essayer de faire ça intelligemment pour essayer de résoudre ces tuiles d'histoire, principalement, essayer de récolter des baies sur le plateau, et essayer de placer ces campements de façon adjacente, en tout cas pour ce scénario-là, c'est tout ce qui va compter. Il va falloir aussi essayer de récupérer un maximum de symboles de flammes pour marquer des points en fin de partie. Donc la première action, c'est de récupérer des cartes de territoire. Cette action-là, elle est simple, vous allez pouvoir récupérer 2 cartes territoire face visible uniquement, vous ne pourrez pas en prendre sur le tas, et il faudra que les 2 cartes que vous récupériez soient adjacentes. Donc on peut prendre par exemple C2, ou C2, ou C2, peu importe. Quand vous récupérez les cartes, vous les rajoutez à votre main, et ensuite, à la fin de votre tour, vous allez tout simplement re-remplir la liste de cartes, ici, dans l'ordre, en commençant par la carte la plus proche du paquet, jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau 6 cartes disponibles pour le joueur suivant. C'est tout ce que vous faites à votre tour quand vous choisissez de faire cette action, récupérer des cartes. Sur ces cartes territoires, on va retrouver les différents territoires qu'il y a sur le plateau. Il y en a 5 différents. Vous allez avoir le désert, vous allez avoir la forêt, la montagne, le canyon et l'eau.
En plus de ces territoires qui vont être présents sur les cartes, parfois on aura juste donc un seul territoire, parfois on en aura deux au choix. On pourra aussi retrouver des symboles particuliers, donc on va avoir le symbole de B qui correspond donc au jeton qu'on a mis en place en début de partie. On va aussi pouvoir retrouver 3 symboles particuliers, ce sont les artefacts, les espèces de petits pendentifs comme ceci. On pourra aussi avoir des pigments, ce sont les symboles bleus qu'on peut trouver aussi sur le plateau, et éventuellement des cristaux, les symboles violets. Tous ces symboles-là pourront être présents sur les cartes, en plus du symbole de feu, donc une petite flamme, qu'on pourra aussi retrouver, et tous ces symboles, toutes ces icônes vont avoir un impact sur le scoring en fin de partie, j'explique tout à l'heure. La deuxième action possible à votre tour, c'est l'action d'établir un nouveau campement. Pour ce faire, vous allez devoir sélectionner un territoire sur lequel il n'y a pas déjà un autre campement et qui n'est pas un territoire d'eau. Et vous allez devoir pouvoir utiliser des cartes de chemin, des cartes de territoire, pour tracer un itinéraire à partir d'un campement de départ vers ce nouveau campement. Donc il vous faut sélectionner d'abord un campement de départ, ça peut être donc votre campement principal de début de partie, mais plus tard quand vous aurez déjà d'autres campements sur le plateau, vous pourrez partir de cela. Vous devrez donc jouer une carte correspondant à ce campement de départ, et ensuite autant de cartes correspondant au territoire que vous allez traverser. Le campement de départ, comme il est sur un territoire neutre, vous permet de jouer n'importe quelle carte de votre main. Et ensuite, vous allez devoir jouer des territoires qui correspondent aux hexagones que vous allez traverser. En sachant que les territoires d'eau, quand on les traverse, on a besoin de jouer uniquement une carte avec de l'eau pour pouvoir traverser intégralement tous les hexagones qui composent ce territoire. Donc je vais vous donner un exemple. Là, si admettons, donc je pars de mon territoire principal ici, et je veux aller, admettons, à la montagne qui est là. Je vais devoir donc jouer une carte, peu importe laquelle, de ma main, pour le territoire de départ. Ensuite, je vais devoir jouer éventuellement une carte montagne pour me placer sur la montagne ici, donc je vais jouer cette carte-ci. Je vais devoir donc traverser l'eau, donc je vais devoir jouer une carte avec de l'eau, donc admettons celle-là, et à partir de l'eau ici, je peux ressortir sur n'importe quel territoire adjacent à ce territoire d'eau, peu importe les hexagones. Et donc si je veux aller sur la montagne là-bas, il suffit de jouer une carte avec un symbole de montagne pour me retrouver donc soit ici, je peux choisir puisque j'ai traversé l'eau. À partir du moment où j'ai fini donc de jouer toutes mes cartes, je vais prendre le campement le plus à gauche de mon plateau et le placer sur l'hexagone sur lequel je suis arrivé. Si l'hexagone sur lequel j'arrive possède, en tout cas le territoire, la zone sur laquelle j'arrive possède des jetons de B, je vais pouvoir récupérer un jeton parmi les deux qui sont disponibles. Je prends et que je mets à côté de mon plateau ici. On peut prendre qu'un seul jeton, même s'il y en a plusieurs, et donc les jetons sont liés à l'ensemble du territoire, donc à une zone de plusieurs hexagones d'un même type de terrain. Par exemple, ici, dans la zone de désert, il y a 4 jetons. Quand que je me place ici ou là, je vais pouvoir récupérer un de ces jetons. Plus tard, si je me place à un autre endroit de cette zone, je récupérerai à nouveau un jeton. Voilà donc comment on établit un nouveau campement. À partir du moment où j'en ai un nouveau, à mon tour suivant, je pourrais partir de ce campement-là et donc jouer des cartes, soit de forêt, soit de montagne, soit ce que je veux pour aller à un autre endroit. Si jamais je dois traverser un campement adverse quand je fais mon déplacement pour aller mettre mon nouveau campement, je peux le faire, tout à fait, je peux pas m'y arrêter, mais je peux traverser. Dans ce cas-là, la carte que je vais jouer du territoire correspondant, au lieu de la défausser, je vais la donner à l'adversaire correspondant. Donc là, si je dois passer par la zone de montagne où il y a le joueur jaune, je vais donner une carte montagne à ce joueur pour pouvoir passer par-dessus ce territoire. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on doit défausser une carte par hexagone quand c'est un territoire terrestre, et une seule carte quand c'est un territoire d'eau pour traverser plusieurs hexagones. Toutes les cartes qu'on aura jouées pour faire cette action-là seront placées en défausse à côté du tas de cartes de territoire. Et c'est tout pour les actions qu'on peut faire à notre tour. Donc soit on pioche 2 territoires adjacents sur la table, soit on joue des cartes territoires pour pouvoir placer un nouveau campement. Les campements qu'on va placer, donc on va les prendre de gauche à droite sur son plateau ici. Le premier emplacement qu'on va prendre, il n'a pas d'effet particulier. Le second campement, par contre, au moment où on va le placer, on va tout de suite devoir prendre une nouvelle tuile histoire disponible, donc soit parmi les 5 visibles, soit la première du tas, comme tout à l'heure, et la placer à l'emplacement suivant sur notre plateau. Le troisième campement qu'on va pouvoir placer va nous permettre de jouer une carte de notre main juste en dessous. Et cette carte, on va la jouer, donc si elle est double face, on va jouer le territoire qui nous intéresse. Donc là, ce sera soit le désert, soit le canyon.
Si la carte qu'on joue a un symbole, le symbole pourra être comptabilisé puisque les cartes qu'on va jouer sous notre plateau vont être utiles pour résoudre les histoires à la fin de chaque tour. Donc, deuxième campement, on rajoute une tuile histoire. Troisième campement, on rajoute une carte. Quatrième campement, on remet une tuile histoire. Le cinquième, une carte. Le sixième, une tuile histoire. Le septième, une carte. Et le huitième, c'est celui qui va déclencher la fin de partie. Dès qu'un joueur va placer son huitième campement, on finit le tour en cours pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours, et on passe à un décompte de fin, et celui qui aura déclenché la fin de partie gagnera une flamme supplémentaire. Donc voilà, au niveau des campements, ce qui va se passer à chaque fois, donc vous avez les petits traits là qui indiquent quand on met une tuile en haut, ou le trait vers le bas quand on met une carte en bas. Les tuiles d'histoire, on est obligé d'en prendre une à chaque fois, et on remet évidemment à chaque fois qu'on a pris une tuile pour qu'il y en ait 5 disponibles. Les cartes en bas, si on n'en a pas en main ou qu'on n'a pas envie d'en jouer, on n'en met pas, mais c'est plutôt négatif de pas en mettre, il vaut mieux les mettre, elles vont vous aider. Maintenant, à la fin de votre tour, quand vous aurez joué une de vos deux actions, donc soit prendre des cartes, soit établir un campement, éventuellement faire ce qu'il y a à faire sur votre plateau, vous allez regarder si vous arrivez à remplir les conditions d'une de vos tuiles histoire. Donc ces tuiles histoire, comment elles fonctionnent? Vous allez avoir en haut à droite déjà le nombre de points de victoire qu'elles vous rapporteront en fin de partie si elles sont réalisées. En haut à gauche, vous aurez de temps en temps des symboles de flammes qui seront comptabilisés en fin de partie aussi si elles sont réalisées. Et en bas de la tuile, vous avez les conditions nécessaires pour pouvoir réaliser cette tuile histoire. Ces conditions, elles sont de plusieurs types. Vous avez les conditions qui correspondent déjà au type de terrain. Donc vous retrouvez les différents types de terrain qu'il y a sur le plateau, les déserts, les canyons, les montagnes, les 4 types principaux, autres que l'eau du coup. Et donc, quand vous avez ces symboles présents, mettons sur cette tuile-là, j'ai 4 symboles de désert. Ça veut dire qu'il faut que j'ai un campement présent dans 4 zones de désert différentes. Donc là, pour l'instant, j'en ai pas du tout. Le campement de départ, il compte pour rien. Mais il faudrait que j'ai un campement ici, un autre là, et un dernier à cet endroit-là. Pour que cette condition soit résolue, j'aurais bien 4 campements dans 4 zones de désert différentes. Si j'avais 2 campements dans cette zone-là, ça marche pas puisque les 2 sont dans la même zone de désert. Donc voilà comment ça va marcher au niveau des territoires. Par symbole, il faudra avoir des campements dans des zones de territoire correspondants, des zones différentes. On va ensuite avoir les symboles correspondant aux symboles qu'on va avoir sur les plateaux. Là, par exemple, le symbole de relique qu'il me faut pour cette tuile, il faut que j'ai un campement présent adjacent à un symbole de relique. Donc il y en a un par exemple ici, donc là je peux me remettre là pour avoir ma condition. J'ai bien mes 4 campements dans des déserts, et j'ai bien un campement à côté d'un symbole de relique. Donc ma condition est bien réalisée, j'ai tout ce qu'il faut. Ma tuile, je vais pouvoir la monter ici, parce qu'elle est réalisée. Et au moment où on réalise une tuile à la fin de son tour, on va tout de suite piocher la première carte du tas des cartes de territoire pour la rajouter à sa main. C'est ce qui est indiqué ici. Donc pour résoudre ces tuiles, principalement, on va s'occuper de ce qu'on fait sur le plateau, mais on peut aussi utiliser, comme je vous disais, les cartes qu'on aura mis sous notre plateau. On pourra en mettre 3 au maximum, et là, vous voyez que pour mon objectif, j'aurais pu n'avoir que 3 campements ici. On considère que la carte qui est ici est un territoire sur lequel j'ai un campement, et donc j'ai bien mon 4e désert, et en plus, j'ai le symbole qu'il me faut pour réaliser la carte. Donc j'ai bien toutes les conditions en ayant seulement 3 campements sur le plateau, et la carte ici. Sachant que la carte, elle n'est pas obligée d'être en dessous de la tuile qu'on veut réaliser, même si je l'avais placée ici, elle compte pour réaliser n'importe laquelle de mes tuiles d'objectif. Sur certaines tuiles histoire, on va aussi avoir au niveau des conditions, la condition comme celle-ci où on va avoir une petite maison à côté de l'eau. Là, tout simplement, par symbole de ce type-là, il faudra avoir un campement adjacent à une zone d'eau à chaque fois différente. Donc là, par exemple, si je dois avoir ces 3 conditions-là, il faudra que j'ai 3 campements adjacents à 3 zones d'eau différentes, encore une fois. Donc là, j'en ai 1, 2 et 3. En sachant qu'un même campement peut être adjacent à 2 zones d'eau différentes. Et donc là, même avec ces 2 campements, la condition est réalisée. J'ai bien 1, 2 et 3 zones d'eau à côté desquelles j'ai un campement. Voilà à peu près pour toutes les conditions qu'il va falloir essayer de résoudre au fil du jeu. Et donc à la fin de son tour, on peut tout à fait réaliser plusieurs tuiles d'objectifs en même temps. Et dans ce cas-là, on piochera autant de cartes du paquet de territoire.
Voilà, cette fois je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait faire à son tour de jeu et de tout ce qu'on allait pouvoir réaliser pendant la partie. Une fois donc un joueur a placé son dernier campement sur le plateau, on finit le tour en cours et on passe au décompte de fin. Pour le décompte de fin, c'est assez simple, vous allez tout simplement défausser les tuiles d'histoire que vous n'avez pas réalisées, donc celles qui sont toujours en position basse, vous les défaussez, vous les remettez sur le tas. Toutes celles qui seront réalisées vont vous rapporter les points qui sont indiqués dessus. Donc vous allez pouvoir prendre le petit bloc-notes, noter donc les noms des joueurs, et la première chose à compter, c'est le nombre de points indiqués en haut des tuiles d'histoire que vous allez additionner, qui vous feront un premier scoring. Ensuite, vous allez regarder combien vous avez de symboles de flammes sur vos tuiles d'histoire, sur les cartes éventuelles que vous avez placées en bas, et si vous êtes le premier joueur à avoir fini la partie, la petite flamme qui est en plus ici. Donc vous comptabilisez chacune de ces flammes, chaque flamme vous vaut 1 point, et le joueur qui aura le plus de flammes parmi tous les joueurs gagnera 4 points supplémentaires. Et s'il y a une égalité pour la première place pour ces flammes, tous les joueurs à égalité gagneront les 4 points. Ensuite, vous allez marquer des points pour vos campements adjacents sur le plateau. Si vous avez au moins 2 campements adjacents sur le plateau quelque part, vous marquerez 4 points supplémentaires à chaque fois que ça se produit. Donc chaque groupe d'au moins 2 campements à votre couleur vous rapportera 4 points supplémentaires. Donc c'est la zone qui est indiquée ici. Et enfin, vous allez marquer 2 points supplémentaires par petit jeton de B que vous aurez récolté sur le plateau, plus ceux qui se trouveront éventuellement sur les cartes que vous avez glissées sous votre plateau personnel. Tout ça, c'est résumé donc sur la petite tuile que vous avez mis en place en début de partie. Les 4 points pour les groupes de campements adjacents à votre couleur, les 2 points par symbole de B, et 1 point par flamme, et celui qui a le plus de flammes gagne 4 points. Vous faites évidemment le total de tout ça, et celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, ce sera le joueur à qui il restera le plus de cartes territoire en main, qui sera déclaré vainqueur, et sinon on partage la victoire. Voilà toutes les règles pour une partie de base. Maintenant, si vous voulez jouer en équipe, c'est tout à fait possible. Vous avez la tuile spéciale pour jouer en équipe, c'est celle-ci. Donc là, vous allez avoir au dos, comme tout à l'heure, la mise en place. Il faudra tout simplement donc mettre les 4 territoires de départ sur les côtés, et il faudra que les coéquipiers soient face à face, donc que les joueurs alternent, en fait, que les équipes s'alternent dans le sens aigu d'une montre. Une fois que vous avez fait donc la mise en place du territoire pour 4 joueurs, vous mettez la tuile ici, et donc la partie va se dérouler exactement comme je viens de l'expliquer. La seule différence, ça va être au niveau du scoring de fin de partie. Au scoring de fin de partie, vous aurez toujours les points des flammes, donc il y aura 1 point par flamme pour chaque joueur, et en fait, pour savoir qui est majoritaire pour avoir les 4 points supplémentaires, il faudra tout simplement additionner les points de flamme des 2 équipiers. Et c'est le nombre de flammes de l'équipe, ceux qui en auront le plus, qui gagneront les 4 points. Et là encore, en cas d'égalité, si les 2 équipes ont le même nombre de flammes, les 2 équipes marqueront les 4 points. Pour les jetons de B, ils vont marcher cette fois-ci en équipe par paire. C'est-à-dire que par paire de jetons, chez chacun des équipiers, vous marquerez 4 points. Et pour les points qui vont concerner les groupements de campement, là il faudra que vous fassiez un groupe de campement avec au moins un campement de votre couleur et au moins un campement de la couleur de votre coéquipier. Si c'est le cas, chaque groupe vous rapportera 4 points. Ensuite, chaque joueur va aussi additionner les points de ses tuiles histoire, comme d'habitude, et on fait le total donc des coéquipiers, et c'est l'équipe qui aura le plus de points qui sera déclarée vainqueur, exactement comme tout à l'heure. Maintenant, on peut jouer aussi à ce jeu avec des petits modules, des petites variantes. Donc la première, par exemple, ça sera la variante de l'inondation. Donc ça, c'est une tuile particulière. Au niveau de la mise en place, vous allez devoir rajouter, donc ça c'est pareil, c'est indiqué au dos de la tuile, on vous dit le matériel supplémentaire. Vous allez devoir rajouter la tuile d'inondation spéciale, qu'il va falloir placer à un endroit bien spécifique pour la mise en place, donc là encore tout est indiqué au dos de la tuile. Vous allez rajouter donc au matériel du jeu un lot de tuiles d'inondation, donc il y a 8 tuiles d'inondation comme celle-ci, et il va falloir enlever des objectifs ici, toutes les tuiles qui vont avoir des conditions d'adjacence par rapport à l'eau. Donc il y en a en tout, je crois il y en a 5 ou 6, qu'il faudra retirer des tuiles d'histoire avant de commencer la partie. Ensuite, vous allez jouer la partie exactement pareil, sauf que toujours pareil, au niveau de la mise en place, il va y avoir une tuile supplémentaire qu'on va rajouter, et ça ce sera le cas à chaque fois qu'on jouera avec un des 3 modules que je vais présenter ici.
Et sur cette tuile, en fait, on va mettre un certain nombre de cartes de territoire en fonction du nombre de joueurs. Si vous jouez à 2, vous mettrez 6 cartes. Si vous jouez à 3, vous mettrez 8 cartes. Et à 4, vous mettrez 10 cartes. Donc pareil, mélangez, placez aléatoirement. Vous faites ensuite donc la mise en place comme d'habitude. Et donc pendant la partie, à chaque fois qu'un joueur va récupérer à son tour des cartes de territoire, toujours pareil, adjacentes sur le centre de la table, il va remettre des cartes en priorité de ce tas-là. Et quand ce tas sera vide, quand on va remplir et qu'on va vider ce tas, ça va déclencher, le petit éclair ici, un événement spécifique au scénario. Et donc l'événement du scénario, donc de l'inondation, c'est tout simplement de placer une tuile d'inondation sur un territoire adjacent à une zone d'eau déjà présente sur le plateau. Donc là, je pourrais mettre par exemple une tuile d'inondation à cet endroit-là. Et donc on va propager un petit peu l'inondation. Il faudra évidemment que la tuile soit placée sur un territoire sur lequel il n'y a pas de campement. On ne peut pas écraser un campement avec cet événement. Donc ça va élargir la zone d'eau tout au long de la partie. Et dès qu'on a vidé une première fois le tas ici, ben on remet à nouveau le nombre de cartes correspondant au nombre de joueurs. Et l'événement va donc se déclencher plusieurs fois. Ça c'est uniquement, donc les cartes on les pioche là uniquement quand on remet des cartes, quand on a fait l'action de piocher des cartes ici. Si jamais on doit piocher des cartes quand on réalise nos tuiles d'histoire, on les pioche dans le tas principal. On les pioche pas là-dessus. Petite particularité avec ce scénario d'inondation, quand on va placer une tuile d'inondation qui viendra couper en deux un territoire avec plusieurs cases, donc ici par exemple si je me mets là, ben, je coupe en deux le territoire de désert. S'il y a des jetons B, on va les regrouper sur le territoire créé le plus grand. Donc là par exemple il y a un territoire de 1, un territoire de 2, ben, les jetons B vont venir tous sur le territoire de 2 cases. Si jamais on scinde un territoire en 2 territoires de taille égale, ben on répartira les jetons équitablement des 2 côtés, et s'il y a un nombre impair, ben on mettra le dernier aléatoirement sur un territoire au choix. C'est tout pour les spécificités de ce scénario, donc voilà, il y aura de plus en plus de tuiles d'eau. Ce qui va changer aussi, c'est au niveau du scoring. Donc au niveau du scoring, on aura exactement la même chose pour les points de tuiles histoire et pour les flammes, ça se compte exactement comme une partie normale. Par contre, on aura des points supplémentaires par campement qu'on aura placé sur les hexagones de montagne et par campement qu'on aura placé sur les hexagones de forêt. Donc on aura à chaque fois 3 points par campement sur ces différents territoires. On aura aussi 4 points par paire de jetons B et de symboles de reliques. Donc là, les jetons B tout seuls ne marqueront plus des points, il faudra les associer avec les symboles de reliques, soit toujours pareil sur les cartes en bas du plateau, soit en ayant un campement adjacent à ce symbole sur le centre de la table. Autre module, autre scénario, celui du volcan. Donc là, c'est pareil, au dos, on a la mise en place. On va avoir donc une tuile volcan spécifique qui va devoir être placée à un endroit particulier au début de la partie. Et on va avoir cette fois-ci des tuiles de volcan qu'on va pouvoir ajouter au fil de la partie. Donc là, même chose, on fait la mise en place et on joue avec donc la pile de cartes événements ici, exactement comme tout à l'heure. Sauf que là, à chaque fois que l'événement va se déclencher, le joueur qui le déclenchera va rajouter, au lieu d'une tuile d'eau, va rajouter une tuile de volcan adjacente à une tuile de volcan déjà sur le plateau. Donc au début de la partie, ce sera nécessairement autour du volcan principal, et petit à petit, soit on le rajoutera autour du volcan, soit on le rajoutera autour d'une tuile volcan qu'on a déjà placée. Là encore, il faudra mettre ces tuiles sur des emplacements sur lesquels il n'y a pas de campement. On ne peut pas écraser des campements avec le volcan. Et encore, si jamais on scinde un territoire où il y a des baies, on répartit les baies comme j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, ça va se jouer pareil, et là encore ce qui va changer c'est uniquement le scoring de fin. Les points des tuiles d'histoire et du feu, c'est exactement comme d'habitude. Là on va avoir en plus 2 points par campement qu'on aura adjacent à une zone d'eau. On aura aussi 2 points par campement qu'on aura placé sur les tuiles de départ des adversaires. Et on aura 3 points par association de flammes et de jetons B, au lieu de scorer les jetons B directement. Enfin, le dernier scénario qu'on peut jouer, c'est le scénario des villages lacustres. Donc là, il n'y a pas de tuiles spéciales, par contre, il y a une réserve de jetons poissons. Donc vous avez des jetons poissons comme ceci. Il y en a 20 en tout. Vous avez la mise en place en fonction du nombre de joueurs avec des tuiles standards. Donc il n'y aura pas la tuile du volcan, il n'y aura pas la tuile de
de l'inondation. Et vous aurez par contre toujours la pile de cartes événements. Et là, la règle, c'est que vous allez pouvoir construire des campements sur l'eau. Ce sont les villages lacustres. Quand vous déciderez de vous déployer, vous pourrez vous arrêter sur une zone d'eau. Quand vous arrêterez sur une zone d'eau, vous choisirez sur quel hexagone vous construisez votre campement. Il ne peut y avoir qu'un seul campement par zone d'eau. On ne peut pas avoir un campement ici et un autre juste à côté. C'est par zone un seul campement. On peut très bien repartir du coup d'un campement dans l'eau en jouant une carte d'eau pour aller se déplacer et déployer un nouveau campement ailleurs. Et là, à chaque fois que l'événement va se déclencher, tous les joueurs qui auront un campement dans une zone d'eau vont pouvoir défausser une carte de leur main, une carte territoire de leur main, pour gagner autant de poissons qu'ils ont de villages lacustres, donc de campements dans l'eau. Les poissons qui vont stocker à côté de leur plateau. Au niveau du scoring de fin, ce qui va changer, c'est que là, on va regarder pour chaque zone d'eau quels sont les joueurs qui ont le plus de campements adjacents. S'il y a qu'un joueur qui a plus de campements adjacents autour d'une même zone d'eau, il va gagner 6 points. S'il y a une égalité entre les joueurs, ils marqueront chacun 3 points. Et donc ça, on le fait pour chaque zone d'eau, on regarde qui est majoritaire. Ensuite, on va marquer 3 points par association de symboles de baies et de symboles de pigments qu'on aura gagné pendant la partie. Et on va gagner 3 points par jeton poisson qu'on aura gagné pendant la partie. Une petite précision, c'est que les campements lacustres, ceux qui seront placés dans les zones d'eau, ne sont pas considérés comme étant adjacents à une zone d'eau pour ce décompte-là. Ils sont dans l'eau, ils sont pas adjacents. Ce sera le cas aussi pour les objectifs où on doit être adjacent à une zone d'eau. Si on est dedans, on n'est pas adjacent. Et c'est tout pour les règles de Day One, donc en détail, avec le mode en équipe, le mode normal et les différents modules qu'on va trouver dans la boîte. Un jeu que je n'ai pas encore testé, donc je vais pas pouvoir vous donner mon avis définitif, mais ça a l'air assez intéressant. Donc ça me fait beaucoup penser aux jeux de Knizia récents comme Rebirth, au niveau de la simplicité d'action et de placement, ou la traversée du désert qui a été réédité récemment. Un petit peu de la route d'Eldorado pour le système de cartes territoire qu'on va devoir jouer pour se déplacer. Donc ça emprunte des mécaniques déjà un petit peu connues à droite à gauche pour en faire un jeu qui a l'air suffisamment original pour être intéressant. Donc je teste ça bientôt, je vous en reparle à l'occasion. Bon jeu!